tous, bonjour Monsieur Vervac. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans les locaux de Hauts-de-France Addiction pour nous parler de la place de l'art-thérapie dans l'arrêt du tabac. Donc nous sommes heureux de vous recevoir, merci beaucoup, bienvenue. Merci. Bonjour à vous derrière vos écrans, c'est la première fois qu'on se voit depuis que le mois sans tabac a commencé, donc je le rappelle le 1er novembre. J'espère que vous vous sentez bien et que vous êtes bien motivés, plus que jamais. En tout cas, avec l'interview que vous allez voir, je suis sûre que ça va vous booster. Donc n'hésitez pas à poser des questions, que je le rappelle, que vous regardiez en live ou en replay, on y répondra et puis ben voilà, c'est l'occasion. Donc je me présente pour les nouveaux arrivants du groupe. Je m'appelle Chloé, je suis chargée de communication pour Hauts-de-France Addiction, qui est ambassadeur du mois sans tabac. Donc de ce fait, on vous organise des interviews sur des thèmes assez divers et plus ou moins chaque semaine pendant le mois sans tabac. Donc elles sont diffusées en direct sur ce groupe Facebook, elles sont disponibles après diffusion sur ce même groupe et également sur notre chaîne YouTube. Donc l'invité de la semaine, vous l'avez compris, c'est Alexandre Vervac. Il travaille en addictologie depuis plus de 20 ans et depuis quelques années, il se forme à l'art-thérapie. Bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Alors vous êtes ici pour nous parler de la place de l'art-thérapie dans l'arrêt du tabac. Oui. Vous êtes éducateur spécialisé au sein de l'association Cédragir, Oui, tout à fait, Oxapa La Rose des Flandres. Oui. Parlez-nous un peu de votre travail. Donc moi à la base éducateur spécialisé, effectivement depuis une vingtaine d'années sur les pratiques addictives. D'abord à l'époque en alcoolologie dans un centre de post-cure, puis après différentes expériences auprès de publics en précarité, en CARUD, centre d'accueil, réduction des risques pour usagers de drogue, oui. Et depuis maintenant une grosse dizaine d'années sur la Flandre intérieure, dans un XAPA, une CJC, et depuis là maintenant on a été rattaché à Cédragir depuis janvier 2020. D'accord. Donc mon travail c'est d'abord un travail d'éducateur spécialisé, donc d'accueillir les personnes dans leur parcours au niveau des pratiques additives, donc faire le point, évaluer un petit peu où elles en sont et éventuellement les accompagner dans leur démarche de changement en fonction de leur projet, quel qu'il soit, d'arrêt, de réduction ou même de prolongation de la pratique addictive, mais en essayant de réduire au maximum les risques. Donc ça c'est un peu le travail qu'on peut proposer. Tout un aspect aussi de prévention auprès de différents publics, scolaires, lycée, collège, lycée, université, éventuellement aussi en milieu d'entreprise, tout public, centres sociaux, etc. Donc il y a pas mal de prévention. Donc un champ d'action assez large, assez varié. Et en fait, depuis toutes ces années où je travaille en addicto, j'ai toujours eu, je suis musicien aussi à côté, j'ai toujours eu une guitare dans mon bureau depuis que je suis arrivé sur Bailleul, et je me suis rendu compte qu'en fait la musique c'était souvent un vecteur de communication et ça faisait parler les gens, le fait qu'il y ait une guitare, ça les interrogeait, il y avait des choses qui se mettaient autour de ça, et donc je me suis dit à un moment pourquoi ne pas allier cette compétence-là musicale avec mon travail d'accompagnement des personnes dans les pratiques addictives. D'où l'orientation vers une formation en art-thérapie auprès d'une école, la FRAT APEM de Tours. Donc j'ai fait la formation en 2017-2018 et là je suis en cours de certification par le mémoire D'accord. Donc qu'est-ce que c'est l'art-thérapie ? Alors qu'est-ce que c'est l'art-thérapie ? Vaste question. Très très vaste question. En fait l'art-thérapie c'est comment utiliser l'art et la pratique artistique à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire comment on peut amener les personnes dans le changement et aller mieux par l'utilisation de l'art et de l'art, alors aussi bien en observant des œuvres d'art, en écoutant des œuvres musicales, qu'en étant dans la production et dans la créativité.
Donc il existe 2 courants, je ne sais pas si on les place, on les place ici. Donc il y a 2 courants, je dirais, principaux. Il y a l'art-thérapie traditionnelle. L'art-thérapie traditionnelle, c'est plus d'orientation plus psychanalytique, avec un but de verbaliser en fait les difficultés des personnes. C'est-à-dire que, pour faire très simple, on va faire 1 heure avec demander à la personne d'écrire, de faire une peinture, un dessin, une création artistique, et avec l'analyse de cette création artistique, on va pouvoir essayer de voir un peu ce qui est difficile chez la personne, ce qui dysfonctionne, pour pouvoir après travailler sur ces choses qui sont difficiles, dysfonctionnantes chez la personne. Ça, c'est l'art-thérapie traditionnelle. Et moi, j'ai été formé à l'art-thérapie moderne. L'art-thérapie moderne, en fait, c'est une autre conception. C'est plutôt de s'appuyer sur la partie saine de la personne, c'est-à-dire ce qui va bien chez les personnes, pour le renforcer. En fait, donc, on va utiliser les effets de la pratique artistique, de l'art et des pratiques artistiques, pour renforcer ce qui va bien chez les personnes. En prenant en compte que si la personne renforce les parties qui vont bien, l'estime de soi, enfin toutes les composantes qu'il peut y avoir autour de ça, ça va permettre en fait à la personne d'être plus solide pour après aller affronter les difficultés qu'elle rencontre. D'accord, donc l'art-thérapie moderne, on est plus dans axé sur le positif de la personne, sur son ressenti, plutôt que forcément parler de ce qui ne va pas. Voilà. L'idée, c'est pas de verbaliser autour de l'œuvre, c'est vraiment l'objectif, c'est une production esthétique. C'est vraiment d'aller vers l'esthétique. Et donc en utilisant ce qu'on appelle les pouvoirs de l'art. Il y a 3 pouvoirs en fait dans l'art. Il y a le pouvoir d'entraînement. Le pouvoir d'entraînement, c'est par exemple si on écoute AC/DC, immédiatement il y a le pied qui se met en place, on va battre la mesure, parce qu'en fait la musique elle nous entraîne dans quelque chose. Donc ça c'est le pouvoir d'entraînement qu'on va beaucoup utiliser dans l'art, parce que ça met les gens en mouvement, donc on va agir vraiment sur une dynamique, mais vraiment au niveau du corps, c'est-à-dire qu'il y a un engagement corporel qui va se mettre en place. Il y a un effet, il y a un pouvoir éducatif, c'est-à-dire que en fait, en écoutant de la musique, par exemple, je me base sur la musique, mais ou en observant un tableau, on va apprendre des choses. On va du coup apprendre, on va pouvoir comparer, on va pouvoir dire tiens voilà ça j'aime pas, etc. Donc on va apprendre. Donc c'est vraiment ce pouvoir éducatif. On va aussi dans la création des œuvres apprendre des techniques. Tout à l'heure on échangeait de poterie. Au début, si on fait de la poterie, au début on va faire des choses qui ne sont pas forcément très esthétique et très jolie, et en fait progressivement avec de la technique, quelqu'un qui va nous montrer tiens on met les mains comme ça, on fait comme ci, on va choisir telle terre, on va l'humidifier de telle manière, etc. Ça va permettre en fait en apprenant d'aller vers quelque chose de plus en plus esthétique. Donc ça c'est le pouvoir éducatif. Et enfin 3e pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'effet relationnel, c'est-à-dire que l'art en fait ça met en relation les personnes. À partir du moment où on est par exemple, je sais pas, on écoute de la musique, on fait de la musique, on est en communication, en relation avec les personnes qui sont autour, et donc du coup cet effet relationnel va permettre en fait vraiment de fluidifier aussi les relations entre les personnes. En fait, l'art-thérapie, ça s'adresse, souvent on dit que les indications de l'art-thérapie, c'est les troubles de l'expression, de la communication, de la relation. Donc on est vraiment sur ces 3 choses-là qui sont vraiment en rapport avec ces 3 pouvoirs de l'art. D'accord, très bien. Donc ils viennent aider de plusieurs manières en fait le sujet qui le fait. Comment se déroule une séance ? Alors la séance en fait, quand on a une prise en charge en fait en art-thérapie, déjà je disais souvent c'est une indication, c'est-à-dire que par exemple moi je travaille dans une équipe pluridisciplinaire. Il peut y avoir une indication par mes collègues psychologues, par mes collègues éducateurs, par mes collègues médecins, qui vont dire tiens, je me rends compte que pour cette personne-là, il y a telle ou telle difficulté qui est ressentie, comment on pourrait travailler ça, et est-ce que l'art-thérapie pourrait venir en aide, en soutien en fait au travail qui est déjà fait. Donc il y a cette indication. À partir de l'indication, moi je rencontre la personne. Il y a ce qu'on appelle une séance d'ouverture qui va permettre de faire connaissance avec la personne, de faire connaissance aussi, voir un peu quels sont ses goûts, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas,
Voilà. Et à partir de là, de voir en fonction de ça, quel objectif thérapeutique on va pouvoir mettre en place. Donc un objectif thérapeutique global et des objectifs thérapeutiques intermédiaires qui vont permettre de travailler différentes choses et d'amener la personne en fait à évoluer dans son parcours en utilisant en fait la pratique artistique. Ça c'est la première séance. À partir de là, les séances sont organisées avec des objectifs à chaque fois bien définis et on va pouvoir travailler. Alors moi j'utilise deux supports qui sont la musique et l'écriture, l'écriture créative. Donc dans la musique, l'idée c'est de pouvoir proposer des ateliers de musique pour des non-musiciens. Il ne faut pas forcément être musicien pour pouvoir faire de l'art-thérapie en musique. Et des ateliers d'écriture pour des non-écrivains, puisque je propose même des ateliers d'écriture pour des personnes qui ne savent pas lire et pas écrire. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait on va partir par exemple de raconter une histoire, mais on va le faire à l'oral. Voilà, on peut quand même partir dans l'écriture, même si elle n'est pas sur du papier, mais qu'elle est comme ça dans la diction. Ça permet en fait d'avancer, de faire des choses avec les personnes. Au niveau de la musique, il y a beaucoup d'écoute, au moins dans les premiers temps. L'idée c'est de travailler avec les personnes sur ce qu'elles aiment au départ et de leur proposer des choses à côté progressivement, pour les sortir progressivement de leur zone de confort, leur faire découvrir d'autres choses, donc d'élargir un petit peu leur champ musical, de pouvoir aller un peu plus loin et du coup de développer en fait des capacités d'analyse, de compréhension aussi de la musique, le rythme, la pulsation, toutes ces choses-là qui vont permettre après d'être retransposées dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on travaille la structuration d'un morceau, quand on travaille le rythme, le tempo, l'harmonie, etc., c'est des choses qu'on pourrait en fait retransposer dans la vie de tous les jours. Oui, on a besoin d'être structuré, et souvent dans les addictions, dans les pratiques addictives, il y a justement cette structure de vie qui est un peu chamboulée, où les personnes en fait c'est réglé en fait sur le produit et non pas sur leurs besoins existentiels. Donc c'est vraiment de revenir en fait aux besoins existentiels de la personne pour justement l'amener à aller vers autre chose. D'accord. Donc vous me disiez tout à l'heure, l'art-thérapie ne guérit pas mais donne envie. Voilà, tout à fait. On est là-dedans en fait, comprendre plus comment les choses fonctionnent et puis donner les moyens. Là où je vais trouver du plaisir, et du coup au départ c'est dans l'atelier, c'est essayer de vraiment réussir à trouver du plaisir, à mettre des choses en place qui soient agréables, qui soient satisfaisantes pour la personne, et du coup après se dire comment je vais pouvoir en fait transposer ces moments-là en dehors des séances d'art-thérapie, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, comment je vais pouvoir écouter de la musique, comment je vais pouvoir faire de la musique, échanger avec d'autres personnes, aller voir une exposition, me mettre à écrire, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées. Des petites choses, par exemple, parfois toutes simples, c'est effectivement de pouvoir écouter de la musique dans les moments où il y a un peu plus de stress, où c'est un peu plus compliqué. Tiens, je vais choisir un morceau de musique qui vient m'apaiser à ce moment-là et qui vient me remettre dans une dynamique beaucoup plus positive. D'accord, donc il agit donc pas que en séance, mais dans la vie de tous les jours, l'utiliser de manière... D'accord. Et donc, quels sont les pouvoirs, les vertus de l'art? Qu'est-ce qui se passe quand le sujet est en train de pratiquer ou d'écouter? Qu'est-ce qui se passe concrètement chez lui? Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place. Par exemple, par rapport à la musique, il y a plein de choses qui ont été étudiées. Il y a eu beaucoup d'études, notamment dans les années 70-80, autour de la place de la musique dans la vente, par exemple. Il y a des musiques qui font vendre, il y a eu plein d'ouvrages de gens qui sont intéressés à ça en disant voilà, il y a certaines musiques qui vont amener les gens à plus acheter, à être plus dans la consommation. Nous, on n'est pas dans cet objectif de manipulation, mais effectivement, la musique, elle peut agir sur les personnes à plusieurs niveaux différents, qui dans le corps se situent à différents endroits. Par exemple, il y a tout ce qui va être viscéral, on va ressentir la musique, si on va dans un concert, si on va dans une soirée techno, etc., on ressent les basses, on reçoit, et du coup on va le ressentir, mais vraiment au niveau viscéral, donc au niveau du ventre, donc ça va être quelque chose de très très prenant, on va dire très
pan, hein, c'est vraiment dans les tripes, c'est vraiment quelque chose de très prenant, assez primitif, mais qui va vraiment nous emmener quelque part, enfin, au niveau du corps. Il va y avoir un niveau qui va être plus, je dirais, émotionnel, que je situerais plutôt ici. Hein, un niveau émotionnel, c'est des musiques qu'on a déjà entendues, des musiques par exemple de notre enfance, ou des musiques qui sont associées à un souvenir, etc. Et quand on les entend, en fait, ça va ramener en fait, du souvenir, ça va ramener des choses, donc c'est les émotions qui vont revenir. Et donc du coup, après, c'est comment je choisis les morceaux que j'ai envie d'écouter en fonction de mon état d'humeur. Donc la musique va devenir en fait un outil qui va permettre en fait de se mettre dans un certain état d'esprit. J'entendais dernièrement une comédienne qui expliquait que quand elle devait jouer une scène où elle devait pleurer, il y avait une musique. Il la mettait pour les deux. Elle la mettait, elle écoutait cette musique et instantanément elle pleurait. Et donc du coup, voilà, c'est associé à une émotion, et donc du coup, elle avait renforcé en plus le travail là-dessus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle écoutait cette musique, elle se mettait à pleurer. Donc voilà, donc c'est ces émotions-là, donc vraiment au niveau émotionnel. Et après, on a tout le niveau, je dirais, plus cérébral, intellectuel, psychique, qui va être plus sur l'analyse, la compréhension. Si on prend la musique, ça va être comment c'est construit, est-ce que c'est du 2 temps, du 4 temps, du 3 temps, est-ce que c'est une harmonie qui est simple, compliquée, est-ce qu'on est plus sur des gammes simples, est-ce qu'on est sur des choses un peu plus élaborées. Donc on va déconstruire un petit peu la musique et essayer de comprendre comment ça fonctionne, et du coup on va être plus dans l'analyse, un peu pareil sur la peinture, on peut être sur l'analyse d'une œuvre, sur un tableau, on va chercher les détails, comment ça a été fait, quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées, les techniques, etc. Et du coup, en fait, l'idée dans une séance d'art-thérapie, c'est que l'idée, c'est de réunir, je dirais, ces différents niveaux d'acceptation, donc le viscéral, l'émotionnel et le psychologique, pour essayer de mettre un peu plus de fluidité en fait, là-dedans. Parce que bien souvent, dans les personnes qu'on reçoit en pratique, enfin qui sont dans les pratiques addictives, et parfois vraiment dans une addiction bien installée, c'est que entre ce qui se passe là et ce qui se passe dans le corps, il y a vraiment comme si c'était coupé. Et du coup, c'est vraiment de remettre en fait de la fluidité. Donc ça va être effectivement qu'est-ce que je ressens à un moment, mais comment je vais aussi aller rechercher l'émotionnel, qu'est-ce que ça me provoque, et après aussi analyser en fait toutes ces choses-là et comment ça se passe, et du coup de remettre de la fluidité dans ce parcours-là en fait. D'accord. Je me permets de rebondir aussi sur ce que vous avez dit par rapport au niveau cérébral. La musique ou l'art en général va venir aussi peut-être activer le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense et du plaisir, tout à fait. C'est-à-dire que on est dans l'idée, dans la pratique artistique, d'aller vers de la gratification vraiment positive. On est vraiment là-dedans, et du coup c'est aussi ça, c'est-à-dire dans les objectifs que l'art thérapeute met en place, c'est aussi de mettre des objectifs qui soient atteignables. Je pense à quelqu'un que je reçois actuellement qui joue de la guitare. Si la personne vient en me disant voilà, moi ce que je voudrais c'est jouer un morceau de Jimi Hendrix ou de Django Reinhardt, je vais peut-être essayer de travailler avec la personne pour avoir un objectif qui soit un peu plus réalisable, parce qu'autrement en fait la gratification ne va pas être positive et on va renforcer la personne dans un échec, ce qui n'est pas intéressant. Donc du coup c'est vraiment d'essayer de renforcer. Par exemple on utilise en fin de séance un outil qui s'appelle le cube harmonique. Le cube harmonique, c'est un outil, j'ai un exemplaire ici, si on le voit un petit peu. Donc avec c'est un outil avec 3 axes, avec des échelles cotées de 1 à 5. Et donc on va évaluer le bon, le beau et le bien. Donc l'idée, ça va être, quand on a terminé une séance avec une personne, ça va être de dire, voilà, comment je me suis senti pendant la production, pendant que j'étais en train de créer, d'élaborer le travail que je faisais, comment je me suis senti, est-ce que c'était agréable, est-ce que je me sentais bien, est-ce que c'était plaisant, est-ce que c'était un moment, toutes les sensations qui ont été ressenties, donc de 1 à 5. Le beau, ça va être le résultat. Comment je trouve que le résultat de ce que j'ai fait, est-ce que ça me plaît, est-ce que je trouve ça esthétique, est-ce que c'est conforme à l'idée que j'en avais quand j'ai commencé à créer. Par exemple, je sais pas, si je décide de dessiner une pomme, est-ce que la pomme que j'ai sur la feuille que j'ai dessinée, est-ce qu'elle correspond à l'idée que j'avais de la pomme au moment où j'ai commencé à la dessiner.
Ou est-ce qu'elle ressemble à une poire? Ou est-ce qu'elle ressemble à autre chose et que je ne suis pas forcément satisfait. Et enfin, le bien, c'est toute la technique qui a été mise en place. Est-ce que j'ai utilisé les bonnes techniques? Est-ce que c'est bien mis en place? Est-ce que c'était conforme, etc. Et donc, du coup, on essaie d'évaluer ça. Souvent, au départ, j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le bon, c'est-à-dire dans le bon, ils ont une cotation qui est plutôt assez élevée, parce qu'ils se sont sentis bien dans l'exercice, bien dans la réalisation. Par contre, ils sont souvent très critiques, surtout quant à la question de l'esthétique. Quant au résultat. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut réussir à mettre des objectifs qui soient plutôt en deçà des possibilités, en tout cas au départ, pour renforcer en fait la positivité, l'estime que la personne peut avoir d'elle-même et de ses capacités par rapport au travail qu'elle veut réaliser. D'accord. Dans quelle mesure, du coup, étant donné ce qu'on a vu aussi avec le circuit de la récompense, hein, donc le plaisir qui est procuré en faisant de l'art, dans quelle mesure est-ce que l'art-thérapie peut aider à l'arrêt du tabac? Alors justement, en fait, dans l'arrêt du tabac, on sait que souvent les personnes restent focalisées sur leur arrêt du tabac. La cigarette reste énormément présente à l'esprit. Il y a souvent du craving, hein, des envies qui reviennent. Et en fait, justement, le travail art thérapeutique peut être aussi un élément qui va permettre justement de couper un petit peu ces ruminations, ces envies. Parce que quand l'esprit est occupé, en fait, ça permet de couper un petit peu ces phénomènes-là. Donc du coup, le fait d'être dans de la production, faire de la musique, écouter de la musique, écrire quelque chose, un texte, etc., ça fait passer en fait un moment. Pendant ce temps-là, l'envie est mise un petit peu en retrait, et on sait qu'une envie, notamment par rapport au tabac, l'envie dure pas très longtemps. 3 minutes. 3 minutes. Elle peut revenir ensuite, mais en tout cas, ces 3 minutes permettent en fait de mettre un petit peu de distance. Je dirais, dernièrement, j'ai reçu une personne qui justement est dans une tentative d'arrêt de tabac, et du coup, j'avais donné comme ça un petit exercice à faire. C'est quand souvent c'est l'envie de fumer lui prend dans sa voiture quand il revient du travail. Elle disait, dans ce cas-là, si la personne écoute la radio ou si elle a un appareil de diffusion pour la musique, c'est de mettre un morceau de musique et de dire, voilà, j'allumerai de toute façon pas ma cigarette le temps du morceau. Et du coup, du coup de se mettre dans le morceau, d'essayer de comprendre des choses. Tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, tiens, il y a tel instrument, essayer de reconnaître en fait les différentes tessitures des instruments, de voir, tiens, là il y a une basse, là il y a une batterie, c'est une batterie, c'est une boîte à rythme, enfin voilà, d'essayer de se concentrer sur la musique, sur aussi l'émotion qu'elle peut procurer, enfin toutes ces choses-là. Et du coup, pendant que la personne fait ça, du coup l'envie de fumer peut passer, et du coup après voilà. Une fois que le morceau est fini, en général l'envie est passée, et du coup l'idée c'est d'essayer de prolonger ça le plus possible en remettant à chaque fois des choses, et du coup en se concentrant vraiment sur le côté esthétique de la chose pour faire diminuer en fait un peu l'envie de tabac. D'accord, donc on pourrait dire du coup que on peut remplacer en fait même le plaisir de fumer, parce que là on parlait plus de l'envie, mais même le plaisir par lui-même de fumer, on peut le remplacer par le fait de créer quelque chose, par le fait d'écouter la musique. En fait ça va agir sur les mêmes circuits hormonaux au niveau du cerveau pour le circuit de la récompense, ce qu'on disait, c'est effectivement ça va ça va provoquer sérotonine, dopamine, etc., qui vont venir alimenter le cerveau en plaisir, et donc du coup l'envie de fumer est plus forcément aussi importante, et le plaisir qui va être pris dans la créativité et dans l'esthétique va être plus important que celui en fait de la cigarette, plus important, plus durable, plus partageable. Il y a un résultat, il y a une interaction. Et donc du coup ça peut permettre en fait d'aider en tout cas et de soutenir une démarche d'arrêt du tabac. C'est chouette comme substitut quand même. C'est plutôt intéressant, et en plus c'est quelque chose d'assez facilement réalisable et assez facile à mettre en place.
puisque tout un chacun, enfin, je veux dire, avec quelques outils, on peut réussir en fait à mettre en place, hein, je veux dire, que ce soit de la musique ou de l'écriture, on peut réussir à faire des choses qui soient assez sympas. Oui, bah vous le disiez, c'est pas forcément réservé aux musiciens, c'est à la portée de tout le monde. Tout à fait. Et dans l'écriture, c'est vraiment, contrairement souvent dans le champ des addictions, quand les personnes, notamment dans les services de sevrage, sont amenées à faire des ateliers d'écriture, c'est souvent pour raconter son histoire, se raconter. Donc revenir un peu sur le parcours, sur les difficultés qui ont pu être vécues par la personne. Là, du coup, on est complètement hors de ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller vraiment dans l'imaginaire. Donc moi, j'utilise ce que j'appelle l'écriture créative, qui est donc l'écriture contrainte, avec des exercices qui vont être au départ très directifs. C'est-à-dire on met des contraintes d'écriture. Ça peut être, je parlais tout à l'heure du cadavre exquis, donc un exercice à plusieurs. Donc je peux faire en binôme, hein, quand c'est un atelier individuel, où on va créer des phrases qui sont plus ou moins fantaisistes, mais qui du coup peuvent être très amusantes. Donc il y a un petit jeu autour de ça. Il peut y avoir... La contrainte va laisser place à l'imagination. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que plus on va mettre de contraintes, plus il va falloir aller chercher dans l'imagination. Et moins on va se raconter, en tout cas directement. Une manière un peu d'échapper au réel. Voilà, c'est ça. Donc je citais une phrase de Sigolène Vincent qui disait mon propos c'est la fiction parce que le réel c'est mon chagrin. Donc dans un livre qu'elle a sorti l'année dernière, donc la canine de Georges. Et j'avais entendu la présentation de ce livre, elle a été invitée à une émission à la radio et il y a eu cette phrase qui a été citée, je me suis dit tiens, faut que j'aille voir parce que c'est vraiment, ça me parle. C'est-à-dire que, oui, tout à fait, avec ma pratique, avec ce que je pense déjà depuis pas mal d'années, avant même cette formation d'art-thérapie, mais en tant qu'éducateur, c'est comment on peut faire à un moment un pas de côté pour s'extraire un petit peu de cette focalisation qu'on peut avoir sur la difficulté qui amène la personne, pour essayer de s'intéresser aussi au reste de l'existence de la personne, pour justement renforcer ce qui va bien, pour aller vers autre chose, quoi, et sortir de défocaliser voilà, c'est vraiment prendre du recul. De l'addiction et parler d'autre chose. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a des patients qui ont besoin, comme vous me faisiez part tout à l'heure, que des patients qui en ont un peu marre qu'on parle toujours de tabac, d'alcool et qui veulent juste des fois faire autre chose. Ils ont besoin de parler d'autre chose, de dire comment ils vont, ce qu'ils vivent au quotidien, etc. Et donc du coup d'être un peu plus là-dedans et d'aller chercher justement dans ces choses du quotidien qu'est-ce qui va bien et sur quels sont les facteurs de protection de la personne pour essayer de renforcer les facteurs de protection plutôt que d'aller travailler uniquement sur les facteurs de vulnérabilité. Il faut les travailler, mais on peut aussi, je pense, les amoindrir en développant les facteurs de protection. Et donc, vous me parlez de facteurs de protection, ça rend du coup la démarche d'art-thérapie quelque chose de durable, que ce soit pour l'arrêt du tabac ou pour régler d'autres problèmes, même si j'aime pas trop ce terme. Du coup, c'est forcément beaucoup plus durable. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la personne va s'inscrire dans un cheminement. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être qu'elle va faire elle va faire de l'art, en tout cas de la recherche de l'esthétique ou de la création ou d'écoute uniquement lors des séances, mais après l'idée c'est aussi de prolonger ça à l'extérieur. Et du coup que la personne puisse, chez elle, dans son environnement habituel, pouvoir prolonger en fait cette chose-là. J'ai par exemple un patient que j'avais rencontré lors d'un stage à l'hôpital, qui était en sevrage alcool à l'hôpital, qui après est venu sur les ateliers individuels, qui était pas du tout musicien, mais qui adorait écouter de la musique, qui était vraiment fan. Et il y a eu un atelier où on est allé dans un magasin de musique ensemble pour qu'il puisse voir un petit peu les instruments, etc. Et quelques semaines après, il est revenu, il s'est acheté une guitare, et depuis, chez lui, il travaille un petit peu à la fois. Donc moi, mon objectif, c'est pas lui donner des cours de musique. Je peux lui donner des petites techniques pour pouvoir arriver à ce qu'il a envie de faire. Mais c'est qu'il puisse prendre du plaisir, du coup, chez lui, en dehors, et avoir ce support-là. Vous accompagnez vraiment tout le cheminement. Vous n'êtes pas prof d'art plastique, vous n'êtes pas prof de musique. Non. Vous allez vraiment accompagner et installer une réflexion. Et donner des outils pour que les personnes, après, puissent s'emparer de ça et... en dehors de l'atelier, parce qu'après, je dirais,
la prise en charge d'art-thérapie, il y a une fin aussi, c'est-à-dire qu'on a un objectif au départ, l'indication, quand la personne, on est arrivé un peu au bout et qu'il n'y a plus vraiment d'objectif, ça s'arrête, c'est-à-dire il y a une fin de prise en charge, voilà, on arrive au bout du cheminement, alors il y a peut-être d'autres choses à travailler, donc à voir, mais il peut y avoir une fin, mais comment la personne peut garder cet outil-là pour après notre vie différente. La thérapie s'arrête, mais ça se poursuit quand même chez la personne. Ouais, tout à fait. Il s'approprie en fait des outils qu'il va pouvoir utiliser par lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on veut faire de l'art-thérapie ? Alors, si on veut faire de l'art-thérapie, il y a, je dirais, des choses importantes. C'est-à-dire que tout n'est pas art-thérapie. J'ai vu dans certains supermarchés où il y a des rayons, où il y a des bouquins, en fait, il y a des rayons où il est marqué art-thérapie. Faire du coloriage, faire des mandalas, etc., c'est très intéressant. Ça peut être effectivement quelque chose de stressant, qui va détendre, qui va faire du bien. Mais on n'est pas dans une approche thérapeutique, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui accompagne, qui a été formé et qui permet d'avancer sur un projet établi, etc. Donc du coup, attention à ça. D'ailleurs, je vous ai proposé des liens, vous mettrez sous la vidéo. Je mettrai les liens directement en commentaire et dans la description, vous pourrez les retrouver. Donc il y a 3 vidéos qui présentent, 2 qui présentent l'art-thérapie moderne et l'art-thérapie traditionnelle, pour que les gens puissent se retrouver. Et une qui dit « ceci n'est pas de l'art-thérapie », qui présente justement ce que n'est pas l'art-thérapie. Donc c'est assez important. Après, si quelqu'un qui veut faire de l'art-thérapie, c'est de trouver déjà l'art-thérapeute qui va correspondre à ce que la personne recherche. Par exemple, moi j'utilise la musique et l'écriture, mais il y a des personnes qui vont plutôt être sensibles à la danse. Aux arts plastiques, au modelage, à la sculpture, à la poterie par exemple. Et donc du coup, les arts thérapeutes ont aussi des spécificités en fonction de leur parcours aussi. Moi à la base j'étais plus musicien et plus orienté vers l'écriture. C'est les domaines que j'ai choisis. J'ai d'autres collègues qui sont plus sur les arts plastiques. Voilà, donc déjà ça peut être ça peut être un peu de se dire bah tiens moi j'ai plutôt envie d'aller vers telle ou telle chose. Et après c'est aussi de choisir un art thérapeute qui soit formé à l'art thérapie, parce qu'il y a aussi actuellement il n'y a pas de on peut s'installer art thérapeute sans forcément avoir de formation. D'accord. Donc du coup c'est de se renseigner quelle est la formation que la personne a faite. Parce que effectivement dans la formation d'art thérapie il y a tout le côté artistique mais il y a aussi tout le côté protocole thérapeutique avec des outils d'évaluation. Je parlais du cube harmonique tout à l'heure, mais des items d'observation qui permettent de voir est-ce que les objectifs que j'avais fixés sont atteints, pas atteints, pourquoi ils ne sont pas atteints ou partiellement atteints, qu'est-ce que je remodifie, etc. Donc il y a quand même, c'est un travail aussi pour avoir une continuité et aller vers l'objectif général. Donc ça c'est important. Et après c'est aussi comme pour tout thérapeute, je veux dire, il y a aussi une grosse part de relationnel. Donc c'est aussi de trouver quelqu'un qui nous convient, avec qui ça passe. Donc il y a plusieurs outils, il y a les pages jaunes, cherche art thérapeute ou internet. Pour la Fratapen, donc l'école que j'ai faite, il y a aussi la guilde des arts thérapeutes, donc avec un listing des arts thérapeutes certifiés, une espèce d'annuaire sur toute la France. Et après, il y a certaines structures, certains XAPA, donc par exemple, moi je travaille en XAPA, et j'ai aussi des ateliers en art thérapie, c'est-à-dire que je peux accompagner les personnes dans leurs projets en art thérapie. Il y a aussi, je suis sur le XAPA de Tourcoing, il y a également un collègue qui est art thérapeute. Il y a aussi des structures qui peuvent accueillir les personnes en art thérapie sur des projets en lien du coup avec les pratiques addictives. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour votre intervention et surtout merci pour ces informations. Je suis sûre que ça a aidé beaucoup de personnes. Et merci à vous derrière vos écrans de nous avoir suivis. Et bon courage. Et bon courage, on est avec vous, on est à fond et on se retrouve très très vite. Notamment notre prochain rendez-vous c'est le 9 novembre et ce sera en compagnie d'une diététicienne. Donc encore un sujet bien intéressant.